pour dire non au silence, les Juifs de Provence victimes du nazisme. Troisième partie, les mesures de déportation des Juifs vers les camps nazis de 1943 à 1944. Pour mettre en place leur énorme machine d'extermination, les nazis ont dû utiliser une certaine stratégie visant en un premier temps à ne pas provoquer de réaction de défense parmi la population juive. Cette stratégie a consisté à tromper les Juifs en les rassurant sur le sort qui les attendait. Écoutons. Je voudrais céder le micro au docteur Israël qui nous a fait le grand avantage d'être parmi nous ce soir pour nous raconter ce qu'il a vécu après. Malheureusement, des milliers de Juifs ont été déportés. Bien rares sont ceux qui sont revenus pour témoigner. Nous avons parmi eux le docteur Israël qui, lui, n'a pas été arrêté lors de cette grande rafle, mais quelques mois après, ce qui prouve que cette pression des Allemands pour exterminer le peuple juif a été constante jusqu'au dernier jour de leur occupation. Docteur Israël. Permettez-moi de rester assis, n'est-ce pas? Je ne veux pas raconter mon histoire personnelle, elle ne vous intéresse que dans la mesure où je suis à Marseille, mais j'ai vécu tous ces événements du Vieux-Port et j'étais interne à l'Hôtel-Dieu au moment où on a fait ces fameuses rafles. Et c'est à cet effet que je n'ai pas été arrêté. Je me trouvais dans l'internat. Mais il s'est produit un fait qui a été très curieux pour moi-même, c'est que je suis sorti de l'Hôtel-Dieu, je suis rentré chez moi, et le lendemain, j'ai voulu retourner à mon travail médical et pharmaceutique. Et les Allemands et les Français barraient la route. Ils m'ont dit, si tu rentres là, tu n'en sortiras jamais plus. J'ai voulu quand même, je ne me rendais pas compte de l'importance de la chose, du danger que je courais. C'est peut-être cela que le courage n'est parfois très grand. Je voulais retourner à l'Hôtel-Dieu et j'ai été bousculé par le cordon qui m'a dit, si tu rentres, tu n'en sortiras plus. Et je suis retourné chez moi. Je faisais partie d'un réseau de résistance, j'étais juif, j'avais tout pour être arrêté. Mais j'étais médecin et pharmacien, surtout pharmacien à l'époque, et le statut du numerus clausus me protégeait un peu. J'ai été pris, comme tous les jeunes gens qui ont un peu de courage dû à la témérité même. J'ai voulu jouer jusqu'au bout mon jeu de résistant et je suis resté jusqu'à la dernière minute. Et le 8 avril, j'ai été arrêté. Je ne vous parlerai pas trop longtemps de moi parce que c'est pas moi qui compte. 8 avril 1944. 43. 8 avril 43. Dunkerque de Large, le chef de la Gestapo marseillaise, et un Français de Vaud sont venus m'arrêter. Ils m'ont interrogé un bon moment. Et il m'a dit, tu étais juif et résistant, ça ne te suffisait pas d'être juif? Tout cela a été un petit détail, mais ce n'est pas là-dessus que je veux parler, car les événements que nous avons décrits sont connus de tous et ne présentent qu'un intérêt, à mon avis, excusez-moi mon cher ami, ne présentent qu'un intérêt pour ceux qui ne l'ont jamais connu, les jeunes peut-être, mais nous tous, nous savons de quoi y retourner. Par contre, la déportation a été contestée dans certains détails, et c'est de là que je voudrais mettre un point d'honneur à insister. Pourquoi les Juifs ne se sont pas enfuis? Pourquoi les Juifs se sont laissés attraper comme des petits-enfants, comme des moutons, je dirais, au piège de la déportation? Il faut dire que d'une part, les résistants mis à part, qui sont restés jusqu'au bout parce que c'était leur devoir, mais des Juifs qui n'étaient ni résistants, mais qui étaient simplement des Juifs, et les pauvres, qui étaient des petits moutons devant les Allemands, se sont laissés prendre au piège parce que les Allemands ont été très, très, très habiles. Jusqu'au dernier moment, personne ne savait de quoi il s'agissait exactement. On partait pour Pichepoi. Pichepoi, c'était le pays inconnu.
Et moi, on recevait, quand nous étions à Drancy, des lettres de juifs qui venaient de Pichepeuil, qui nous disaient « Je travaille dans une usine de confiture, je suis bien nourri, je suis mieux qu'en temps je ne l'étais en France. » Et beaucoup de juifs ont cru que la déportation n'était que un travail obligatoire plus pénible que ne l'était le travail en France. Mais que malgré tout, leur vie serait sauve. Ce phénomène se continuait jusqu'à la déportation. Je vous donne un détail, c'est que lorsque nous sommes arrivés à Birkenau, sur le quai de Birkenau, de la gare, il y avait un grand cabillon avec une croix rouge, et le médecin allemand, le fameux Mengele, que j'ai connu personnellement et avec qui, hélas, j'ai travaillé, je vous expliquerai le pourquoi après, se trouvait sur les quais et a crié par les haut-parleurs: tous les gens qui sont fatigués, les femmes, les enfants, les vieillards, vous pouvez monter sur les camions, le camp est loin, il est à 5 km, et vous serez amenés directement à votre camp. Et tout le monde de se précipiter avec facilité. Vous comprenez que 4 jours ou 3 jours dans un wagon avec toutes les souffrances, la faim et les coups qu'on avait reçus, faire les 5 km, ils ne l'acceptaient pas trop. Ils sont rentrés dans ce fameux camion. Ce camion n'est jamais arrivé, ces camions ne sont jamais arrivés à Auschwitz. Ils ont été directement envoyés au four. Donc l'habilité consistait encore de faire croire que ce n'étaient pas des assassins. C'est dans ces conditions que se déroula à Marseille la rafle du 23 janvier 1943. Donc on pensait que tout allait se passer bien et rien ne s'est passé bien du tout, vous allez le voir tout de suite. Parce que dès que les troupes effectivement dites d'opération, mais qui ont été des troupes d'occupation, ont fini leur installation dans des conditions normales, comme vous venez de le voir par ce témoignage. En réalité, c'était la simple Wehrmacht, c'était le soldat du coin, des paysans, des gens du peuple, des gens qui en général n'étaient pas méchants ni mauvais par nature. Même les prisonniers de guerre vous diront que les gens du peuple n'étaient pas essentiellement mauvais, mais simultanément, la Gestapo s'est installée, c'est-à-dire que immédiatement, la Gestapo s'installe au 425 rue Paradis, dans une villa de sinistre mémoire, où, bien entendu, enfin, on aura peut-être en reparler. Et à partir de là, il y a une coordination entre, c'est là où Vichy revient au milieu, entre Vichy et les Allemands. Parce que l'opération qui va suivre, et dont nous allons parler maintenant, c'est-à-dire l'arrestation massive des Juifs, sans parler des arrestations, je dirais, plus sporadiques et moins importantes, qui ont eu lieu à part ou dans d'autres circonstances ou à d'autres dates. Mais la grande opération du 23 janvier 1943 a été préparée entièrement avec Vichy. 2 jours avant, il y a M. Bousquet, qui était, comme vous le savez, préfet de police à Paris, enfin le chef de la police, vice de la police. M. Bousquet arrive à Marseille, à la préfecture, rencontre le préfet et rencontre les hautes personnalités allemandes, c'est-à-dire les gens de la Gestapo et les SS. Parce que la Gestapo, c'est une chose, la Gestapo, c'était une police civile. Les SS, c'était une police militaire, c'était tout à fait différent. On ne doit pas confondre. Les deux avaient des actions souvent conjointes et solidaires, mais il faut quand même distinguer les deux choses. Et je ne sais pas, je vois qu'ici il y a un des livres que j'ai apporté moi-même, qui est Marseille de 43, où il y a la photo que l'on a pu reprendre dans les archives allemandes d'ailleurs, où l'on voit la rencontre de Bousquet avec les chefs nazis à la préfecture en train de préparer cette fameuse opération. Et pour préparer la population, il y avait l'information suivante. Il y avait l'information suivante qui a paru dans la presse juste quelques jours avant, et je vais vous la lire parce qu'elle est extrêmement importante. Voilà, 2 jours avant la rafle dont nous allons parler, c'est-à-dire le 21 janvier, puisque la rafle a lieu le 23, on annonce dans la presse locale, le Petit Marseillais, etc., en fait toute cette presse que nous venons de parler, on annonce la création à Marseille de l'Union française pour la défense de la race, sous le haut patronage de M. Darquier de Pellepoix, sinistre commissaire aux questions juives. Le siège
en est situé au 38 rue Saint-Féréol. Le communiqué de la presse ajoute: ce n'est pas un parti politique, mais une réunion de Français désintéressés, un mouvement intellectuel et populaire qui se propose de faire pénétrer dans la masse des Français certaines idées saines qui sont scientifiques et non mystiques. Voilà 2 jours avant ce que le publie la presse pour conditionner la population et pour qu'elle puisse accepter ce qui va se passer. Alors, le 23, il y a, si vous voulez, nous allons parler de la rafle des Juifs, mais il y a aussi une opération coup de poing de la police allemande et française contre la population juive ou non juive du Vieux-Port. Nous allons en parler parce que ça se situe à 24 heures près. Mais nous allons parler de la première nuit. Il y a eu 2 nuits dramatiques. La première nous concerne, nous, les Juifs, et la deuxième concerne une partie des Juifs qui se trouvaient dans le quartier du Vieux-Port et les non-Juifs du quartier du Vieux-Port. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. C'est un témoignage très précis de la part d'une personne qui s'est sauvée de cette rafle. C'est ma femme. Voilà. Alors elle peut donc nous donner un date exact. Exactement, c'était la nuit du 22 au 23. Au 23 janvier 1943. Alors, comme je ne sais pas parler comme vous, je vais vous le lire. Ce que a passé cette dame la nuit du 22 au 23. Je suis une miraculée de la terrible nuit du 22 au 23. Nuit terrible qui a laissé son empreinte indélébile, je m'excuse si c'est un peu long, après 40 années. J'avais alors 14 ans. J'en ai été et le témoin et la victime. Alors que tout dormait, nous fûmes réveillés en sursaut par des coups sourds frappés à la porte de notre petit appartement situé 6 rue Vacon. Donc c'est en dehors un peu du Vieux-Port. En plein cœur de la ville. C'était des inspecteurs de la police française qui se prêtaient à l'ignominieuse besogne de rafler les Juifs. Ici une parenthèse. Mon beau-père, que vous connaissez tous, c'était le petit Moïse, je ne sais pas si vous vous rappelez, Moïse Beracha, était traducteur juré. Et il avait donc ses entrées à la préfecture, au commissariat, à l'évêché et partout. Et ce soir-là, coïncidence, c'est un inspecteur qu'il connaissait très bien qui est venu frapper à sa porte. Alors il lui a dit, mais comment, je raconte ça, c'est ma femme qui devrait vous le raconter. Comment, tu me connais? Je suis Moïsique. Pourquoi tu m'emmènes? Tu sais que tu sais bien ce qui va se passer. Il m'a dit, je regrette, j'ai des ordres, il faut que tu descendes. Et je continue. Alors, où je suis. Aucun geste d'humanité lorsqu'ils sont entrés dans la pièce où nous nous trouvions. Si, un seul, celui de vouloir, c'est ma femme qui parle, de vouloir me laisser seul à la maison alors qu'ils emmenaient mon père, ma mère et mon frère. J'ai refusé, cela se comprend. Malgré nos supplications et l'ampleur de notre désarroi, ils poussèrent toute notre famille dans la rue. Les camions se remplissaient du bétail humain. Direction les Baumettes, prison de la ville. Après certaines formalités de routine, nous pensions recouvrer la liberté. Il n'en fut rien, nous étions bel et bien bouclés. Parqués dans la cour de la prison, ils séparèrent les hommes des femmes. Ce fut la dernière fois que je vis et mon père diabétique et aveugle et mon frère alors âgé de 16 ans. Ils périrent dans des conditions atroces en Pologne en mars 1943 après une halte à Compiègne puis à Drancy. C'est ce que ma mère et moi apprîmes plus tard. Les airs s'égrenaient sans nourriture et sans hygiène. Nous attendions couchés à même le sol que l'on veuille bien s'occuper de nous, en vain. Les policiers, français et allemands, fiers de leur besogne de garde-chourme, s'ingéniaient à nous rendre le séjour forcé insupportable. Ils réussissaient sans aucune difficulté. Prise par mes pensées, je ne pouvais imaginer que des hommes puissent faire tant de mal à des humains parce qu'ils étaient de confessions différentes. Né à Marseille, je me croyais intégré à la nation française. Hélas, avec le recul et témoin de ce que j'ai vu et entendu, je me rends compte que c'est présomptueux de l'admettre, nous restons des Juifs. Le jour fixé... Excusez, c'est un peu long. Le jour fixé, le dimanche suivant, donc c'était bien le 23,
Les fourgons cellulaires, au nombre impressionnant, se remplirent d'êtres sans défense, amaigris, glacés, moi tout contre ma mère. À travers la ville, sous les yeux étonnés des quelques personnes circulant dans les rues qui essayaient de comprendre pourquoi un tel mouvement de voitures et d'hommes en armes, ces paniers à salade se dirigèrent vers la gare d'Arin, où nous devions prendre place dans des wagons en partance vers l'inconnu. Et tout ça, c'est exact, il n'y a pas... C'est exact. Alors c'est maintenant tout à fait personnel à ma femme. C'est alors maintenant c'est un témoignage tout à fait personnel. C'est alors qu'un événement d'une extrême importance se produisit au moment de l'embarquement. Un homme, un civil, rompant la haie formée par les soldats en armes, s'avançant vers notre camion et de sa voix la plus naturelle, s'adressant le plus calmement possible aux responsables, leur pria de libérer immédiatement les mamans ayant des enfants de moins de 15 ans. J'en avais 14. Personne n'a protesté, nous étions sauvés, ma mère et moi, libres avec quelques autres personnes. Dans ce seul camion, il y a eu un homme qui s'est présenté pour libérer les personnes de moins de 15 ans. Qui était donc cet homme si influent qui a eu le courage de s'interposer entre la mort et nous? C'est un mystère que je n'ai jamais pu élucider. Ce souvenir me hante depuis. Sans cet homme, je n'aurais jamais pu écrire et témoigner. 40 ans sont passés. J'ai perdu toute ma famille depuis. Resté seul, je prie sans cesse pour le repos de mes chers disparus qui sont morts d'une façon atroce au camp de Sobibor en Pologne. Voilà. Monsieur Aben, Simone Béraha. De même, et toujours pour endormir la vigilance des Juifs de Provence, voire pour les diviser, les nazis font un sort particulier à ceux d'entre eux qui sont d'origine étrangère. Les uns seront sauvés du massacre, les autres y tomberont plus vite. Mes parents étaient à Drancy parce qu'ils étaient grecs. De Marseille, ils sont partis à Drancy. Les Turcs, qui étaient avec le papier reconnu par la Turquie, ils étaient à Compiègne et selon le tête, ils les renvoyaient. Il y en a beaucoup de familles ici qui sont revenues des camps. Je suis une des premières qui a trouvé le lieu dans lequel étaient tous les Juifs qu'on avait amenés de Marseille. À Compiègne. On les a amenés à Compiègne. À Compiègne. On les a amenés à Compiègne. Je vous en prie, voilà, comme on n'a pas... Mais oui, mais mon mari était à Compiègne. Oui. Alors, vous voyez, je le peux vous le dire. Bon, alors, on les a amenés à Compiègne. Ils ont fait un triage. Mes parents on les a envoyés à Drancy. Ensuite, ils les ont envoyés à Drancy. Et de Drancy, ils les ont déportés. Ça dépendait. Il y avait des fois, ils allaient directement à Drancy et de Drancy à Compiègne, d'autres fois de Compiègne à Drancy. Mais pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, qu'effectivement, il y avait des familles turques qui sont sorties des camps de Drancy et de Compiègne. Et moi, j'en suis un exemple, parce que j'ai été arrêté. Ma mère a été arrêtée et nous étions 3 enfants. Moi, en fin 43, j'avais donc 10 ans. Et mes 2 frères. Et on nous a sortis du camp de Drancy parce que ma mère était reconnue par le gouvernement turc. On nous a mis directement dans un train à la gare du Nord et on nous a expédiés. Je suis parti en Turquie dans le dernier convoi qui est parti pour la Turquie, en mars 44. Oui. Le dernier convoi, mars 44, on nous a renvoyés en Turquie. Mais c'est le dernier. Après, il faisait plus de différence. Rafle, arrestation, délation, sévices, toutes ces mesures convergeaient vers un unique but, le départ vers les camps d'extermination. Ce départ était déjà la porte de l'enfer. Vous qui avez été déporté au camp des Milles, je pense. Au Milles et à Compiègne et à Drancy. À Drancy, j'étais d'octobre jusqu'au mois de mai. Oui. De mois d'août 43 jusqu'au mois de mai 44. Est-ce que, puisque ça nous concerne directement, je voudrais que vous parliez un peu du camp de Milles, si c'est possible. Au camp de Milles, c'est-à-dire, moi c'était par erreur. Là, on mettait principalement les juifs allemands. Comme je suis né en Allemagne, à Berlin, par accident, on m'a pris, voilà. Une fois arrivé là-bas,
Le capitaine, là, il a dit, mais vous n'avez rien à chercher ici, vous n'êtes pas allemand. C'est ce que je suis en train de dire à la police, il n'y a pas moyen. Donc je peux m'en aller? Non, attendez, il me faut la signature du commandant d'Aix. Ça durait 3 semaines, 3 ou 4 semaines. Et je crois que je me suis évadé avant qu'il vienne la libération. Et ensuite, dans la grande rafle du 23, j'y étais. Donc, à 2 heures de la nuit, on nous a pris. Ils sont venus avec des mitraillettes à la maison, que tout le monde parte. On voulait prendre ma femme aussi, je n'ai pas accepté. J'avais dit, vous avez les mitrailleuses, c'est pour une vérification des papiers. Vous avez la mitraillette, sur mon cadavre, vous la sortez. J'ai 3 jeunes enfants, ils ne sortent pas d'ici. Vous avez la bonne. Il y a des comment ça s'appelle, des bombardements et tout ça. Ma femme reste avec ses enfants. Moi, si vous voulez, je viens. Il n'y avait rien à faire. J'ai laissé ma femme, ils ont laissé ma femme et je suis allé moi. On est allé au commissariat. Là, j'ai rencontré mes beaux-parents et mon beau-frère, ma mère et son mari, ainsi d'autres qui habitaient autour de la plaine. On nous a menés au Baumette. Au Baumette, nous sommes arrivés, on nous a mis au dernier étage. Je ne sais pas si vous avez vu dans la télé, la commission de Baumette, c'est comme les prisons américaines. Il y avait les lits, ils étaient en bois, c'était pas encore fini. Et il n'y avait pas encore de porte. Maintenant, si c'est quelques heures après ou le lendemain, vous savez, en ce moment, je ne peux pas vous le dire si c'était, on a vu arriver les gens du Vieux-Port. Alors, ils étaient au 3e étage, d'en haut en bas, chacun avait une connaissance. On se parlait et c'est comme ça qu'on a su qu'il y a eu l'évacuation dans le Vieux-Port. On était là. Ensuite, il est venu quelqu'un. Moi, je ne le connaissais pas, mais on m'a dit que c'était Sabiani. Il avait sorti quelques-uns. Peu de temps après, on dira après. peu de temps après, ils sont venus des Allemands pour regarder le bétail. On nous a mis dans des autocars, les anciens, vous savez qu'on rentre par derrière. Là, je me rappelle comme aujourd'hui, c'était un dimanche matin, à 6 heures. On est passé par le cours Belzunce pour aller à la Joliette. Et là, on nous a mis dans des wagons à bestiaux. Nous étions là-dedans 3 jours et 2 nuits, ou 3 nuits et 2 jours, je ne sais pas. Voilà. Et on est arrivé à Compiègne. Mais nous ne savions pas que nous étions à Compiègne. Nous ne savions rien. Maintenant, inutile de vous dire, à l'intérieur, dans le wagon, il y a eu de tout. Parce qu'il y en a qui voulaient faire ses affaires et tout ça. Les uns ont mis tous de l'un côté pour mettre de l'autre. Il y en avait mais un, vous le connaissez tous, M. Valero. Il est devenu fou dans le wagon. Il nous a traités de tout. Donnez-moi de l'eau. Là où il y a des bouteilles d'eau, il nous a traités de tout. Donnez-moi. Il fallait s'attacher. J'avais le manteau et la veste. J'ai pris la veste, on attachait avec ma veste. Une fois arrivé à Compiègne, on nous a mis dans le camp. Pendant 3 mois, on a souffert terriblement. À tel point qu'on avait tous des poux. Moi, j'ai jamais vu dans ma vie des poux. C'était soi-disant des poux de faiblesse, des poux de corps. Un jour, je me sentais, je faisais comme ça. Je voyais tout le monde se foutait de moi. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez à rire en colère? Mais ne t'en fais pas. Les poux, c'est pas comme ça qu'on les tue, c'est comme ça. C'est là comme ça que j'ai appris comment on tue les poux. Alors, 3 mois sont passés. Les Allemands ont pris des renseignements de tout le monde. Ils avaient les fiches de tous. Et on a pris les Français,
on les a mis à part, on les a envoyés à Drancy. Les Turcs et les apatrides comme moi, je me suis toujours fait passer comme Turc, parce qu'à ce moment-là, pour les Allemands, les Turcs, c'était grand chose. C'est pas comme maintenant. C'était grand chose. Donc, les Français et tous les pays envahis sont partis à Drancy. Ils ont été envoyés après. Et nous, nous sommes restés jusqu'au mois d'août. En mois d'août, nous étions dans le camp d'otages. À vous dire encore. Les 3 mois, quand on a séparé les Français, c'est moi-même qui les ai entendus, les Allemands, qui ont dit, ces salauds de Français, ils nous ont eu encore. On a demandé des repris de justice, il n'y en a pas un. Donc on a compris, moi j'ai compris, que c'est les repris de justice qu'on a pris à Drancy, comment ça s'appelle, au Baumette, qu'on a retiré ce fameux Fabiani Condé. Il n'y en a pas un. Donc, nous étions dans le camp d'otages. Et ensuite, je le fais court, c'est venu le mois d'août, ils ne savaient pas quoi en faire de nous, les Allemands. Ils se sont adressés aux nazis. Ils sont venus des nazis avec un médecin juif. Tout le monde en rang, pantalon en bas. Et on a dit, celui-là c'est un juif, celui-là c'est un musulman, et celui-là c'est fait par un médecin. J'ai appris là qu'il y a une différence, je ne le savais pas. Je ne sais pas si beaucoup de monde le sait. C'est vrai qu'il y a une différence. Monsieur le docteur doit le savoir. Alors, on est arrivé à Drancy. Il y avait des orientaux, des Grecs, des Turcs, des Turcs principalement. Ils nous ont dit, vous risquez rien ici. Les Turcs, on ne vous touche pas. On est passé devant les Allemands. On avait la plupart, tous des papiers du consulat de Lyon, comme soi-disant turcs. Parce que tous, on n'était pas reconnus de la Turquie, la plupart. Hein? La plupart, on n'était pas reconnus. D'un coup, alors tout le monde avait le papier en la main, d'un coup on voit quelqu'un qui arrive, les yeux pleins, et avec des larmes. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai montré le papier comment ça s'appelle, de consulat de Lyon. On m'a frappé. Qu'est-ce que c'était? On l'a su après. C'était un des Turcs qui a dit, moi je suis turc, je n'ai pas un papier Khachabi. Vous comprenez espagnol? Expliquez. Un papier bidon comme les autres, comme plaisance comme ils ont les autres. À partir de ce moment-là, tout le monde a parti.